à tous. Je vous cache pas que ça fait bien la 4e ou la 5e fois que j'essaye de faire une vidéo. Je n'ai jamais fait tout ça moi, j'ai jamais filmé quoi que ce soit, je sais même pas comment on fait du montage. J'ai acheté une GoPro exprès pour, parce que avant d'acheter ma voiture, je cherchais une Lotus Exige comme celle-ci, que je vais vous présenter après. Et je suis un gros consommateur de YouTube. Et les vidéos que je préfère, les plus immersives pour moi, ce sont les vidéos POV. Mais des beaux POV quoi. Et le problème, c'est que les Lotus Exige S2 comme celle-ci, bah déjà, elles sont quand même assez rares. Et les peu de fois où on les voit sur YouTube, c'est pas en POV dans un mode assez épuré comme ici, c'est toujours quelque chose de filmé, avec beaucoup de commentaires. Les caméras qui sont comment dire, fixées sur qui fixent le conducteur plutôt que la route, alors que bon, j'adorerais pouvoir débattre de tout ça, parce que personnellement quand je regarde une vidéo de bagnole, je m'en branle complètement de qui la présente. Moi ce que je veux, c'est voir la voiture et voir comment elle se comporte et me sentir comme le gars qui le conduit quoi. Bon évidemment on va pas commencer directement avec des noms, mais ça me casse, voilà, j'aime pas ça, donc je voudrais moi un format POV normal. C'est ce que je préfère. Aussi, là c'est hypocrite de ma part. Je n'aime pas, quand je dis un format POV, c'est donc une première chose. La deuxième chose, je n'aime pas qu'on parle par-dessus, parce que pour moi ça casse toute l'ambiance. J'aime bien regarder une vidéo de voiture où justement on n'entend rien d'autre que la voiture. Mais cette petite vidéo que je fais ne fait office que de présentation, et pour moi essayer de prendre un peu mes marques, parce que évidemment quand je me sentirai un peu plus en confiance, je ferai des vidéos exclusivement comment dire, de POV sans parler par-dessus, juste vous et la voiture en fait. Voilà. Alors concernant la voiture justement, c'est une Lotus Exige S2 de 2005, donc les phases 1 avec l'intérieur de moteur Rover. Celle-ci c'est une version atmosphérique. Elle est donc équipée du 4 cylindres 1,8 litre Toyota Atmo de 192 chevaux. Oui, je dis 192 parce que je suis en Belgique. C'est un moteur qui est incroyable. C'est pour l'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté cette voiture, c'était le moteur. Parce que je suis assez jeune et j'ai très peur de ce que va devenir l'automobile et de ce qu'est en train de devenir l'automobile. Et avant qu'il ne soit trop tard, je voulais vraiment m'acheter quelque chose, m'offrir, comment dire, l'expérience la plus pure possible. Ah ben vous voyez la GoPro par exemple, ça m'explose le nez. Bon, il va falloir que... C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, que je m'en fous un peu, voilà, de la conduite, de tout ça et de la pureté de l'expérience, parce que je suis vraiment en train de prendre mes marques là, donc il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez passer à autre chose, allez-y. Cette vidéo elle est surtout pour moi, je dois dire. Et donc voilà, donc je souhaitais l'expérience la plus pure possible en automobile avec mon budget. Et dans mon budget, au début je voulais m'acheter une Porsche Boxster, les 986 que j'adore. J'adore cette auto. Je visais petit, hein, entre guillemets, parce que c'est vraiment une incroyable voiture. Pour moi, il ne faut pas, il faut arrêter de penser que l'automobile et la passion de l'automobile un peu, comment dire, un peu raffinée, un peu sensationnelle, c'est réservé à des personnes très fortunées qui peuvent s'offrir des Ferrari. C'est faux. Dès 3-4 000 euros, même avant ça, hein, on peut s'offrir des super voitures noblement motorisées en propulsion avec une bonne boîte de vitesse. Tout à l'heure j'étais en train de regarder par exemple les séries 3 E46, les simples séries 3 E46 coupées en 20i.
avec le 6 cylindres, même les phases 1 de 150 chevaux, mais on a un beau coupé BMW en propulsion forcément, avec un beau 6 cylindres. Celle que j'avais vue était entièrement d'origine dans une peinture bleu nuit qui était vraiment très belle. C'était une phase 1, donc avec le volant tout simple sans airbag, et elle avait l'intérieur sport avec les beaux sièges, et elle avait 150 000 km et elle coûtait 2700 €. Et elle était vraiment propre d'aspect. Maintenant évidemment il faut la voir en vrai, mais voilà, tout ça pour dire que il faut pas se décourager pour l'automobile, en tout cas se faire plaisir en automobile. Il faut pas se décourager et il faut pas se focaliser sur les personnes qui ne font que montrer des objets absolument inaccessibles et qui font croire que c'est accessible à tout le monde, qu'ils sont faits tout seuls, que voilà, non. Évidemment que c'est possible, je pense, d'atteindre de telles voitures, mais je pense qu'il faut que c'est assez hypocrite, voire dangereux, de faire miroiter de telles choses, parce que on a l'impression que dépenser 400 000 € dans une bagnole c'est devenu normal, alors que putain c'est même pas 1% des gens, quoi. Moi-même j'ai une Lotus Exige S2, j'en suis dingue de cette voiture. C'est une voiture qui est à 20 000 lieues de coûter 400 000 €. Je vais vous le dire, cette voiture je l'ai payée 27 000 €. Elle avait 27 000 miles, donc 43 000 km. Cependant, vous pouvez rajouter 10 000 € de frais divers et variés, parce que bon, en plus ça je l'ai un bon gros 10 000 €, hein, parce qu'en plus ça je l'ai fiabilisé, amélioré et un peu préparé pour le circuit. Je détaillerai aussi tout ça sans doute dans une autre vidéo plus focalisée sur la voiture en tant que telle. Et donc voilà, avec une voiture comme ça, allez, on va dire à 35 000 €, je suis déjà, comment dire, perçu comme étant un privilégié, un gosse de riche, tout ce que vous voulez, alors que bon, bah, voilà, la voiture je l'ai payée tout seul, et c'est une voiture qui coûte le prix d'une Mégane avec plein d'options. Donc on peut se faire plaisir vraiment, et je vous incite à le faire, pas forcément avec une Lotus, parce que c'est vrai que l'usage est vraiment extrême et il faut vraiment le vouloir. De plus, on dit souvent que les Lotus ne coûtent pas cher à l'entretien. Alors c'est vrai, oui et non, parce que bon, voilà, la voiture est très performante. On peut la comparer sans doute à une Porsche 911 un peu préparée, ou alors une GT3 un peu fatiguée, on va dire, sur circuit en tout cas. Alors évidemment, si on compare à des voitures comme ça qui sont 2-3 fois plus puissantes, qui pèsent 2 fois plus lourd, enfin un peu moins de 2 fois plus lourd évidemment, mais évidemment que les coûts d'entretien sont nettement moins inférieurs. Mais il faut pas vous leurrer, hein, ça va pas vous coûter le prix d'une Citroën Saxo à l'entretien, même si c'est un petit moteur Toyota qu'il y a dedans. C'est un moteur Toyota, d'accord, mais qui est très poussé, très pointu. Il est très fiable, certes, mais il y a quand même des choses à faire, et par exemple, si vous ne faites pas attention, ça consomme de l'huile. La consommation, on arrive à descendre en dessous des 10 litres au 100, mais ne faut pas vous leurrer, vous achetez pas une Lotus pour conduire paisiblement. Bon là je la conduis vraiment paisiblement pour le coup, parce que j'aime aussi bien me promener avec, mais arrêtons l'hypocrisie, ce n'est pas vraiment l'usage principal qu'on en fait. Il faudra plutôt tabler autour des 11-12 litres au 100. Bah, écoutez, moi par exemple avec un plein, je crois que le réservoir il fait quoi, il fait 40 litres, quelque chose comme ça. Je fais 350 km, entre 350 et 400 km. Donc voilà. Chacun y juge, évidemment, c'est pas les 1000 km d'une Mercedes diesel, mais c'est en tout cas 350 à 400 km de plaisir et d'extravagance, et surtout de sensation, quoi. Ça coûte 50 balles et on se fait plaisir pendant 400 bornes. Bon voilà, l'usage coûte cher. Cependant, bon, évidemment, c'est pas non plus, c'est pas inaccessible, loin de là. Je veux pas du tout, mais bon, il faut rester honnête. C'est des voitures qui coûtent un certain prix. En ce qui me concerne, ce qui a été, pardon, le plus cher, c'était l'assurance.
Je sais qu'en France, en Angleterre, les assurances sont relativement accessibles. Relativement, je dis. En Belgique, elles sont très très chères. Et par exemple, moi qui suis du coup jeune, l'assurance, j'ai appelé tous les assureurs. Et avant même de trouver un prix, un terrain d'entente, ils me disaient, dès que je disais le nombre de kilowatts de la voiture et mon âge, ils me raccrochaient au nez limite parce que ils pouvaient pas m'assurer, quoi. Et j'avais beau dire, écoutez, si ce n'est qu'une question d'argent, je veux bien payer, je veux bien faire quelque chose. Et il me disait à chaque fois, non monsieur, on ne vous connaît pas, on ne va pas prendre ce risque, on ne peut pas se le permettre. J'ai finalement trouvé une assurance qui a accepté de m'assurer, mais je vais vous le dire, il faut... Loin de moi l'idée de vous dire que je suis un self-made man ou je sais pas quoi. Je vais vous le dire, j'ai mis tout mon argent dans la voiture, tout ce que j'ai depuis que je travaille. Donc la voiture je l'ai payée seule, mais mes parents par exemple m'ont donné un coup de pouce pour l'assurance. Alors c'est moi qui paye l'assurance, mais c'est parce que eux sont assurés là-bas que l'assurance a accepté de me prendre, parce que mes parents ont tout ce qu'ils ont est assuré là-bas. Donc l'assurance a été un peu prise par les couilles, si je puis dire, et ils ont accepté de m'assurer. Par contre, bon voilà, je douille. Je paye... Combien je paye encore? C'est 1600 € par an en semi-omnium. Donc moi tout ce que je voulais, c'était que la voiture soit assurée contre le vol, parce que si je fais un accident, si je commets une bêtise ou quoi, ce sera ma faute. Et là, bon voilà, je pourrais assumer parce que ça dépendra de moi. Mais si je me la fais voler, je suis pas responsable, et ça m'emmerderait vraiment d'avoir fait tous ces efforts pour au final me faire voler la bagnole et pas être assuré. Donc ça, c'était indispensable pour moi, juste assurer contre le vol. Voilà, qui clôture le chapitre des assurances. Le reste, je disais que, je parle beaucoup, hein. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Encore une fois, cette vidéo est pour moi, donc il n'y a aucun problème. Je comprendrai que ce soit indigeste. Je vais voir moi-même après, avant d'uploader la vidéo, si je le fais déjà, et si la vidéo me convient à l'oral. Je voulais donc un cocktail le plus explosif possible. Donc au début j'avais un budget qui était quand même beaucoup plus modeste, donc je regardais pour les Porsche Boxster, les 986 en 2,5 litres. Mais j'hésitais beaucoup en fait. Je me demandais si c'était vraiment une bonne idée. Pas une connerie d'acheter ça, etc. pour des raisons sans doute un peu rationnelles comme irrationnelles. Et au final j'attendais et mon budget lui il grossissait, donc à ce moment-là je pouvais lorgner sur une Boxster S, puis une Boxster 987, et finalement ma réflexion a été la suivante. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'il y a sur la route là? Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Faut savoir, je suis en pneu slick et il fait tremper, donc d'ailleurs la voiture tangue un peu. J'essaye de retrouver, je sais ce que je dis, mais j'essaye de retrouver mes mots. Donc au final j'avais carrément le budget pour une 987 qui est une incroyable bagnole, hein, à mon âge en plus, avoir ça c'est ouf, mais je me connais, et la Boxster, c'est pas une voiture qui est extrême. Je veux dire, elle a un incroyable moteur, elle a des super lignes, elle est confortable, elle est sportive, elle est racée, elle a une bonne boîte, un moteur qui est à l'arrière, elle est décapotable. C'est vraiment un cocktail parfait, hein, je le dis, mais pas parfait pour moi en voiture plaisir, parce que c'est pas assez extrême. J'étais sûr de me lasser de la voiture en fait. Après une quinzaine de jours à l'utiliser intensivement, j'étais pratiquement sûr de m'en lasser, parce que je me serais dit
ben, ce sera quoi la suivante? Voilà, j'ai goûté à ça, maintenant il me faut plus, il me faut plus. C'est pour ça que j'ai finalement lorgné vers Lotus, parce que là, pour l'argent que ça coûte, je peux pas avoir plus extrême que ça. Je peux pas avoir des sensations plus exacerbées, viscérales et une expérience de conduite plus intrinsèque. Là, c'est incroyable, hein, la voiture. Alors je roule beaucoup sous la pluie parce que j'aime bien rouler par tous les temps. Je roule beaucoup avec ma voiture. Mais là j'avoue que bah, j'ai une bonne vision, c'est pas ça, mais la GoPro qui est sur le nez, bon, je vais pas conduire le couteau entre les dents avec mes pneus sous la pluie. Enfin sur une route pardon, détrempée. Vous voyez là par contre, je fais de l'aquaplanage. Ouais, là je glisse vraiment beaucoup. Ah, c'est marrant. Voilà, je lève un peu le nez parce que là j'ai vraiment besoin de regarder la route. Ouh là là. Attendez, je vais me décaler un peu par ici. Et ça c'est marrant. J'ai déjà roulé par des temps de pluie cataclysmiques. Et c'est marrant parce que ça ne m'aurait pas fait ça. Mais là c'est vraiment la route qui est très lisse. Et ça forme un vrai petit, comment dire, une petite pellicule d'eau là qui s'évacue pas. Donc pardonnez-moi pour cet instant que je couperai sans doute au montage si j'y arrive. Encore une fois, j'ai jamais fait de montage de ma vie. Je sais même pas quoi installer comme logiciel et j'ai un ordinateur merdique. Donc aussi j'ai une belle GoPro Hero 8. Mais j'ai pas un bon téléphone, donc j'arrive pas à connecter ma GoPro sur mon téléphone. Donc là je sais même pas si visuellement le POV, la prise de vue est bonne. Si je suis trop sur mon volant, trop sur la route, trop dans le plafond, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Voilà. Ouais, c'est trempé ici. Oh là là. Ben oui, ma Lotus c'est pas une garage queen, hein, comme on dit. J'ai déjà même roulé par... j'ai même déjà roulé quand il neigeait avec. Voilà, ici c'est déjà mieux. Et donc je me disais que j'allais me lasser de la Porsche facilement, et moi le but c'était pas d'acheter une voiture pour la revendre 2 semaines après. Je voulais un cocktail vraiment pur parce que encore une fois j'avais très peur. Je me dis si je profite pas à fond maintenant, j'en profiterai jamais. Et donc j'ai commencé à regarder les Lotus. Moi faut savoir, je suis pas un pro telle ou telle marque. Je pense qu'il y a du bon à tirer de chaque marque. Chaque constructeur a fait des modèles qui sont dignes d'intérêt avec des beaux moteurs, je pense. Donc je suis pas fermé à telle ou telle marque. De même, je fais pas de prosélytisme pour Lotus ou pour je sais pas, BM ou Porsche ou que sais-je encore. Le communautarisme en voiture, ça me gonfle, pour être honnête avec vous. Les mecs qui ne jurent que par BM, mais souvent c'est le trio, c'est les mecs qui ne jurent que par BM, les mecs qui ne jurent que par VW. Bon là j'avoue que j'ai encore un peu plus de mal à comprendre, sans vouloir être méprisant. Et les mecs qui ne jurent que par Porsche, putain, un peu d'ouverture d'esprit que diable. Et je dis ça, je suis... Bon, si je continue des vidéos, vous découvrirez sans doute, et que ça vous intéresse, vous découvrirez sans doute que je suis vraiment un nazi de l'automobile. Pour le coup, je pense que j'ai vraiment un côté insupportable. Parce que j'ai des positions qui sont vraiment extrêmes, enfin extrémistes même. Moi par exemple, si c'est pas un moteur Atmo, bah, j'aime vraiment pas, hormis quelques exceptions. Il y a des moteurs turbo que j'aime bien mais ils sont rares. Ce que devient BMW par exemple, je vomis vraiment sincèrement sur ce que devient BMW en termes de design, en termes d'image, de marketing, en termes de motorisation, en termes de poids, en termes de tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est vraiment c'est un scandale ce qui est en train de se passer. Maintenant, je suis pas armé, comment dire, pour argumenter vraiment bien, et je pense que personne ne l'est vraiment, parce que
Évidemment qu'il y a des contraintes environnementales, qu'il y a comment dire, la clientèle BM, c'est ce qu'elle aime, donc c'est ce qu'on lui sert. Donc voilà, sans doute qu'objectivement ils ont raison de faire comme ils font. Ça ne m'empêchera pas de trouver ça vraiment dommage. Et BM c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. De manière générale, Ferrari par exemple, qui mise, leur design, c'est une catastrophe, je trouve, depuis la 458. Ce qui m'énerve, c'est que maintenant on n'entend plus parler que d'agressivité en termes de design. Si c'est agressif, c'est beau. Ben, je suis pas d'accord. Quand tu as une Ferrari, mec, t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, hein. Les designs agressifs, tu laisses ça au A45 AMG de mes couilles là, tu laisses ça au RS6 et à toutes ces conneries, pour ceux qui ont quelque chose à prouver parce qu'ils sont complexés de pas avoir quelque chose de mieux. Si vous aimez ces voitures, il n'y a pas de problème, hein. Je parle vraiment de certaines personnes là. Mais quand tu as une Ferrari, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir un design agressif? Tu laisses ça au modèle de course, au modèle hyper sport, style les GTO, les TDF, tout ce que tu veux, mais les Scud, mais pour les modèles de base, qu'est-ce que tu as besoin de ça, quoi? Par contre, par exemple, je trouve que la 812 Superfast, l'arrière, c'est une catastrophe. On ne sait même plus quoi regarder, tellement il y a des prises d'air de partout, des trucs de partout, alors que de toute façon, personne ne sait exploiter ça sur la route. Alors que curieusement, la Competition, c'est la Competition, c'est ça, hein, qu'ils ont annoncé, je la trouve incroyablement belle. J'ai pas d'argument, je suis sous le coup de foudre, je la trouve superbe. La F12, je la trouve déjà un peu moins vulgaire que la 812, mais en fait on a depuis la 599, du passage de la 599 à la F12, on a basculé en termes de balance, élégance, agressivité. La 599 pour moi est beaucoup plus élégante, épurée, sobre, et pour moi va beaucoup mieux vieillir qu'une F12 qui reste élégante, mais la balance a penché du côté de l'agressivité depuis la F12. J'ai rien contre les lignes agressives, mais pas pour ce genre de véhicule, quoi. Ce sont des belles et grandes GT. Pareil pour Aston Martin, oh là là, ça me fend le cœur, hein, Aston Martin. La DB11 on dirait un SUV. La nouvelle Vantage, l'intérieur est immonde, immonde, putain. Et bon, les moteurs à vomir qui font pas de bruit, Ferrari c'est la même chose. Je sais, bon, il faut vivre avec son temps, hein. Les Ferrari en V8 j'entends, hein. Comment dire, la 812, son V12, c'est as damné, hein, elle est incroyable, évidemment. Et en plus de ça, voilà, je pense qu'il faut pas non plus cracher du venin, comment dire, bête et méchant. Je pense qu'il faut dire quand on n'est pas content. C'est tellement niais ce que je dis, je suis désolé, mais c'est vrai. Chez Ferrari, pour moi ils sont en train, donc là c'était catastrophique pour moi depuis la 458, que j'ai appris à apprécier avec le temps, je dois dire, mais pour moi c'est un problème ça déjà. Quand tu mets des années à te mettre à apprécier un design, c'est que le design n'est pas réussi, enfin pour moi, hein. Je sais qu'elle a plein de fans la 458, et moi-même je l'aime beaucoup plus maintenant qu'avant. Surtout en version Spider, là je l'aime vraiment beaucoup en gris, en argenton Nürburgring comme ils disent, avec un bel intérieur tan, oh, et des étriers jaunes. Là je serais prêt à faire bien des saloperies pour mettre la main sur un de ces modèles. Et donc voilà, il faut pas cracher son venin bête et méchant. Ferrari est en train pour moi de bien remonter la pente en termes de design. Ça a commencé pour moi avec la Roma. Qu'est-ce qu'elle est belle, putain, la Roma, un 10 sur 10, hein. Le design de la Roma est incroyable, incroyable. Il est tellement beau, tellement pur, tellement élégant. Et je suis content, on est en train de revenir peu à peu à ça, je pense, à des lignes plus sobres.
C'est superbe, l'aroma, c'est vraiment une beauté. Magnifique, chapeau bas et merci Ferrari. Cependant, et je vais même pas parler du V8 qui est un V8 biturbo, parce que bon, ça je pense qu'on a vraiment pas le choix. Je suis déçu évidemment, mais je pense qu'on a vraiment pas le choix et il faut prendre ce qu'on nous donne. Mais c'est sûr que moi à ce prix là j'achèterai jamais ça, si j'avais les moyens de me l'acheter évidemment. Mais s'il y a bien un truc par contre je trouve qu'ils sont foirés, c'est l'intérieur de la voiture. Tout est tactile, même le bouton de démarrage, ce qui enlève, il n'y a rien à faire, une part de, comment dire, de l'implication du pilote, parce que, ou même du conducteur, hein, parce que c'est le tactile, la technologie c'est très beau, mais ça ne remplace pas l'orfèvrerie, ça ne remplace pas les frissons que tu as quand tu presses un bouton. Et le tactile, je pense que ça a sa place, ça doit avoir sa place. Et c'est le tactile maintenant, ce sera autre chose sans doute dans 10, 15, 20 ans, mais il faut vivre avec son temps. Mais je pense que par exemple ils ont eu l'idée pour la boîte de vitesse de faire les boutons, de disposer les boutons de manière à ce que ça rappelle les anciennes grilles en H, ce que je trouve être une très belle idée de design et dommage, sans tomber dans comment dire, dans le sur vintage, si je puis dire. Non, je trouve que c'est un très bel équilibre et un très bel hommage. C'est gratos, hein. Je veux dire, ils sont pas obligés de faire ça, mais ça coûte pas plus cher. Cependant, donc ils comprennent ça, la beauté du geste. Et visiblement ils la comprennent vu qu'ils nous montrent qu'ils en prennent conscience, qu'ils en prennent compte lors de leur conception. Alors pourquoi diable, tous les autres boutons je m'en bats les couilles, mais pourquoi diable le bouton, enfin le point de contact justement pour démarrer le moteur, c'est un petit pavé tactile sur ton volant où tu dois juste le toucher. Justement, quand tu roules en frein, tu as envie de presser le bouton, là tu as envie c'est une mise à feu. Non? Enfin, dites-moi, hein. Donc pour moi ça, ils sont foirés. Et alors si ce n'était que ça, il n'y a pas que ça. Donc l'intérieur, tout est tactile, tout est voilà, très, ça se veut technologique, j'ai bien dit ça se veut. Ça va affreusement mal vieillir, pas parce que c'est tactile, pas pour ça, mais en termes de design, parce que c'est une mode qui a été instaurée par Mercedes. Et enfin ça je vous le donne en mille, je parie tout ce que vous voulez, pour moi c'est déjà une horreur maintenant, alors j'imagine même pas dans 10 ans. Ces écrans qui sont collés comme ça, là, bien épais là, en plus, vous voyez, ça me fait penser moi à la mode des anciennes télés, où on commençait à arriver à des écrans plats mais qui étaient déjà quand même fort épais par rapport aux feuilles qu'on a aujourd'hui, d'une finesse d'une feuille quoi. Et du coup quand on voit ces anciens écrans de télé qui à l'époque étaient dernier cri, quand tu les vois aujourd'hui c'est tellement désuet, vous voyez. Et ben là ça va être pareil. S'ils avaient gardé, comment dire, le même écran, parce qu'il est épais, hein, l'écran Ferrari en plus, ça il est un peu flottant, donc tu vois bien l'épaisseur de l'écran. Le problème c'est pas tant que l'écran soit épais, c'est qu'on voit que l'écran est épais parce qu'il n'est pas intégré. S'il est intégré et que tout autour on fait courir du cuir avec des belles surpiqûres, finalement on ne verra que la surface de l'écran. Et quand il est éteint, ben, qu'il soit dernier cri ou qu'il ait 20 ans, on ne voit pratiquement pas la différence. Et donc ça aurait bien vieilli en termes de design. Mais cet écran planté en plein milieu là, qui remonte sur le tableau de bord et qu'on voit qu'il fait 1 ou 2 cm d'épaisseur, c'est une catastrophe, hein. On n'est pas dans une A45 AMG là, hein. On est dans une Ferrari quoi. Et ça pour moi c'est... Voilà. Après bon, je trouve que c'est hypocrite en termes d'automobile de dire que c'était mieux avant, enfin qu'il ne faut pas dire que c'était mieux avant, parce que bon il y a un moment il faut arrêter l'hypocrisie, hein. Tu passes dans n'importe quelle marque, tu passes de gros V12, de gros V8, de gros 6 cylindres Atmo à des petits moteurs turbo en 4, en 6 cylindres et pour les plus chanceux en 8 cylindres. Comment veux-tu nous faire croire que c'était mieux avant quand tu as ça quoi? Non, c'était pas mieux avant. Enfin, pardon, oui, c'était mieux avant. En termes de motorisation, de sensation, je crois qu'on peut tous s'accorder pour dire que c'était mieux avant, hormis quelques exceptions. Je pense par exemple à Lamborghini avec son V12. Moi j'adore le Bizarini, je trouve qu'il a un son incroyable, mais j'ai pas d'argument pour dire qu'il est mieux que le nouveau V12 quoi. Ça c'est vraiment, je respecte ceux qui préfèrent ce V12 là,
Bah, évidemment, ils ont toutes les raisons du monde de l'adorer. Donc, mais je parle plutôt pour ceux, par exemple, en quoi une 488 est mieux qu'une 458. Qu'une 458 soit mieux que la F430, je peux le comprendre. Mais qu'une 488 soit mieux qu'une 458, faut qu'on m'explique. Voilà. Là par exemple, oui, c'était mieux avant, je suis désolé. Je ne veux pas tomber, comment dire, dans le cliché du mec passéiste, mais je refuse l'hypocrisie aussi. Quand je vois la nouvelle M3, bon, je parlerai même pas du design, mais qui fait combien, 1,7 tonne, qui coûte plus de 100 000 €, qui a le même 6 cylindres que dans toute la putain de gamme BMW. Vous appelez ça encore une M3, vous? Non. Il y avait un V8 avant Atmo, qui de toute façon est ultra coupleux, ultra linéaire, ultra tout ce que vous voulez, qui chante, qui hurle jusqu'à plus de 8000 tours. Avant celle-là, il y avait un 6 cylindres qui prenait plus de 8000 tours. Ils sont passés où tous ces beaux moteurs? Bah, ils ont dû disparaître. Et encore une fois, si ce n'est que la motorisation, voilà, mais bon, là, le poids, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? On le demande. J'aimerais vraiment prendre le temps de parler de tout ça en détail, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je suis fou amoureux de l'automobile, le mot passion pour moi c'est comme le mot amour ou amitié, ce sont des mots qui c'est très important. On dit pas telle ou telle personne est mon ami à la légère, on dit pas je t'aime à la légère. La passion c'est pareil, c'est quelque chose de viscéral, c'est quelque chose qui est inexplicable. Moi si on me dit tu meurs dans 5 ans, mais pendant ces 5 ans tu seras pilote, putain, je signe tout de suite, hein. Bon, tout le monde n'est pas obligé d'être aussi extrême, c'est sûr, mais voilà, bah, vous voyez, hein, on discute et on perd le fil. C'est pour ça que ça me fait plaisir de pouvoir créer cette chaîne, parce que dans mon entourage, je suis tout seul. Personne n'aime l'automobile. Tout le monde s'en fout complètement. Et du coup, bah, j'ai personne avec qui parler de voiture, donc ça prenait tout son sens de faire une chaîne YouTube qui parle de ça, quoi. Je m'en fous d'avoir du succès, de gagner de l'argent, ça m'aiderait, hein, ça c'est sûr, parce que c'est pas parce que je roule en Lotus que là je vous le dis, c'est la merde, mais bon. Mais moi je fais ça pour partager, ça me fait déjà un bien fou de pouvoir discuter de tout ça en fait. C'est vraiment un grand plaisir, et que vous soyez d'accord avec moi ou pas, pardon, hein, pour moi le débat, justement la richesse d'un débat, c'est de ne pas être d'accord et de dire pourquoi, et d'écouter l'autre, hein. Parce que si on est toujours tous du même avis, on se branle entre nous et finalement on n'évolue pas, on régresse. Certains groupes de personnes sont spécialisés là-dedans, hein. Surtout sur YouTube. Aussi, il y a beaucoup de choses que j'aime et que j'aimerais bien partager en citant des noms. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas et que j'aimerais bien partager avec vous en citant des noms aussi. Je pense qu'il faut pas il faut pas se restreindre avec tout ça. S'il y a des choses qui nous plaisent et qui nous plaisent pas, il faut qu'on le partage. Si on a envie de le partager, bien sûr. Merde, c'est la mauvaise route, ça je crois. Bon, je sais pas. J'improvise complètement, hein. Je sais pas où je vais, donc aussi normalement je conduis toujours avec des gants. Ça j'aimerais bien raconter une fois l'histoire de ces gants, parce que c'est pas juste des gants comme ça que j'ai acheté bêtement, enfin sans doute que si pour la plupart, mais et j'ai aussi des chaussures de compète pour le talon pointe, mais là je conduis vraiment tranquille, mais même en conduisant tranquille normalement je mets des gants, mais bon là voilà. Donc je fais toujours, voilà, moi je tiens mon volant à 9h15, je mets toujours mes pouces à l'extérieur, et je fais toujours mon talon pointe et mes doubles débrayages d'habitude, mais bon là j'avoue, je suis en train de discuter, j'ai une GoPro sur la gueule qui me fait mal,
Je conduis tout doucement, donc vous m'en voudrez pas. Aussi, je promets, hein, je vais faire des vidéos de POV, je l'ai déjà dit, mais je vais faire des vidéos POV où je ne parle pas. Hein. De même que je vais faire, si vous le, enfin, comment dire, si je le sens et que je sens que ça le fait, quoi, je vais faire, et que j'en ai envie, je vais faire des vidéos de présentation, enfin une vidéo de présentation de ma voiture, que je voudrais essayer de faire le plus complet possible. Ça parlera pas juste de c'est génial frérot, hein. Ça marche une tonne frérot, non ce sera pas ça. Et vous ne verrez pas de smiley dans mes titres et de prix et puissance avant même de parler de la voiture, hein. Je trouve que ça va vomir. Non, j'essaierai juste de parler de comment la voiture se comporte, que ce soit au quotidien, en conduite sportive. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette voiture, hein. Parce qu'encore une fois, hein, c'est pas parce que tu roules en Aventador que tu comprends ce que ta voiture te dit, hein. Je sais que c'est très, c'est peut-être de la branlette, hein, là ce que je dis. Je le sais bien, mais moi la voiture, ça parle pour moi, ça a une âme, c'est pas juste des bouts de fer. Celle-ci est en fibre.